tu vas nous parler de retard pubertaire et de traitement d'exploration. À toi la parole. Très bien, très bien. Merci beaucoup Khalid, merci beaucoup chers amis de Tanger. Alors donc le retard pubertaire, qui est un sujet d'endocrinologie assez, on va dire assez fréquent. Avant tout, donc on commence toujours par la physiopathe et on rappelle que pour qu'une puberté se démarre normalement, eh bien, ça dépend de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Ça veut dire testicule chez le garçon et ovaire chez la fille. Et donc, pour que tout se passe bien, il faut que le gonadostat fonctionne très bien. Et on sait très bien que le déclenchement de la puberté, il a un rapport avec des facteurs génétiques, des signaux périphériques, en l'occurrence la nutrition, et des perturbateurs endocriniens peuvent interagir dans le sens puberté précoce, et un stress psychologique ou une activité intense, ils peuvent interagir dans le sens retarder la puberté. Et donc, pour qu'une puberté se passe très très bien, il faut que on va dire, toutes les étapes de développement, à partir des neurones LH-FRH jusqu'au gène de réponse d'une hormone, fonctionnent tous bien. Donc, on rappelle toujours le développement normal de la puberté chez la fille et chez le garçon. Vous savez très bien que la puberté est définie par le développement des seins et non pas les règles. Et donc, ce développement des seins, il survient en général aux alentours de l'âge de 10 ans et demi, voire 11 ans chez la fille. Et un pic de croissance qui survient au stade S3 de Tanner. Et je vous ai mis ici à côté les différents stades dans les images. Et pendant ce stade S3 de Tanner se passe un pic de croissance pubertaire. L'âge osseux, à ce moment-là, il est aux alentours de 12 ans. Et le gain statural, à partir de là, il sera d'au moins entre 20 et 25 cm, voire 12% de la taille adulte sera déjà acquise à cet âge. Et après, l'âge de la ménarche, en général, il survient entre 18 mois, voire 2 ans et demi, après l'apparition du stade 2 de Tanner. Et le gain de la taille après la ménarche, il ne s'arrête pas. Il peut être continu, mais vraiment minime, et on peut encore gagner entre 5 et 10% de centimètres, voire même des fois moins. Ainsi, la taille adulte sera atteinte entre 2 à 4 ans après le démarrage de la télarche. Donc, c'est la télarche qui définit le début de la puberté. Alors, ceci chez la fille. Chez le garçon, la puberté est définie par l'augmentation du volume des testicules, qui va débuter entre l'âge de 9 ans et 14 ans. Et donc, avant 9 ans, c'est précoce, et après 14 ans, c'est tardif. Chez la fille, j'ai oublié de préciser qu'avant 8 ans, c'est précoce, et après 13 ans, c'est tardif. Et donc, ça commence chez le garçon par cette gonadage, avec un volume testiculaire qui dépasse 4 ml pour ceux qui ont des orchidomètres. Mais pour ceux qui n'ont pas d'orchidomètre, ils peuvent mesurer la longueur avec un centimètre, et ça va être 2,5 à 3 cm de longueur. La croissance de la verge, elle se fait en même temps que le pic de croissance pubertaire chez le garçon, et se passe aux alentours d'un stade G3, équivalent à 12-15 ml en orchidomètre et à 6 cm à peu près, et voire plus en centimètres. La pilosité pubienne, c'est la drainage, elle va apparaître à l'âge de 11 ans. La spermatogénèse entre 11 ans et 15 ans, et en moyenne à 13 ans, quand tout se passe bien. Et le pic de croissance pubertaire, comme on l'avait dit, c'est entre G3 et G4, avec un âge osseux de 14 ans. Farida, excuse-moi, je t'arrête parce que les diapositives ne passent pas. Donc je ne sais pas si tu... Si, moi, chez moi, elles passent. Elles ne passent pas, elles ne passent pas. Chez moi, elles passent. Ah, il y a un problème technique. Mais on vient de faire un essai et ils ont vu les diapos. Avant de démarrer, on a fait un essai. Est-ce que tu peux refaire un essai sur le diapo? Mets-le en diapo, mets en diapo ton... Oui, c'est fait, c'est déjà fait, c'est en diaporama. Voilà, c'est bon là. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Je reviens. Voilà. Il faut cliquer sur le... Voilà, là où tu as cliqué. Vas-y, tu peux y aller. Très bien. Voilà, donc on disait que chez le garçon, on parle de retard pubertaire quand ce jeune garçon, il n'a aucun développement des gonades au-delà de l'âge de 14 ans. Voilà, donc ceci, c'est les images du stade de Tanner chez le garçon. Et ainsi, après la puberté, le pic de croissance pubertaire, il va être aux alentours de 12-13 ans chez la fille et de 13-14 ans chez le garçon. Et comme vous le savez, les filles terminent toujours plus petites que les garçons, avec un décalage de 13-12 cm,
Et ceci est dû au fait que les garçons ils fassent leur puberté plus tardive avec un pic plus ample et plus prolongé, alors que les filles elles le font plus précocement et un pic moins prolongé. Quels sont les marqueurs de la puberté? Ben, il y a des marqueurs biologiques et radiologiques. Biologique, c'est le taux de testostérone qui augmente chez le garçon, le stradiol qui augmente chez la fille, le taux de LH qui dépasse 5 milliunités avec un rapport LH sur FSH qui dépasse 0,6 aux stimulations. Bien sûr, l'IGF-1 qui augmente. Et au niveau radiologique, nous avons une maturation osseuse. Donc, l'âge osseux, il va dépasser 12 ans chez la fille et 13 ans chez le garçon. Et chez la fille, on va avoir l'augmentation du volume de l'utérus qui va dépasser 35 mm, voire 40 mm. Falida, excuse-moi, il faut cliquer diapo par diapo pour qu'on te suive. Vas-y, tu cliques, on va pouvoir te suivre diapo par diapo. Là, vous voyez cette diapo? Non, on voit la diapo, mais elle est arrêtée. Il faut passer uniquement en mode diaporama. Bah, je suis en mode diaporama. Là, vous voyez cette diapo? On voit la diapo, oui, change. Là? Non, c'est toujours la même. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois que je refasse la même. Voilà, là c'est bon. Retard. Alors, donc, revenons au retard pubertaire. Bon, le retard pubertaire, finalement, il va être défini par la... Voilà, là c'est bon, tu restes comme ça. C'est bon. Voilà, je ne bouge pas. Donc, le retard pubertaire, il va être défini par l'absence du développement des seins mammaires après l'âge de 13 ans, ou alors une aménorrhée primaire après l'âge de 15 ans chez une enfant qui a peut-être fait ses seins avant 13 ans. Chez le garçon, c'est l'absence du développement des testicules après l'âge de 14-15 ans. Et dans les deux sexes, on peut considérer un retard pubertaire quand il y a une non-évolutivité de la puberté avec une stagnation du développement pubertaire pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que l'enfant, il va rester sur un stade, au-delà de 2 ans, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne bouge pas. Donc, les caractéristiques, c'est que ce retard pubertaire est souvent très fréquent, plus fréquent chez le garçon que chez la fille, et il est surtout fonctionnel. Et il est surtout fonctionnel chez le garçon, donc c'est ce qu'on appelle un retard pubertaire simple, et souvent, il est organique chez la fille. Alors, les mécanismes de l'hypogonadisme hypogonadotrope, qui est un retard pubertaire d'origine centrale, c'est beaucoup plus en rapport avec un défaut de production ou d'action de LH-RH ou de LH et de FSH. Donc, on invite les pédiatres à faire une démarche étiologique devant un garçon qui vient vous voir à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans pour un retard pubertaire, ou une fille qui vient vous voir après 13-14 ans pour un retard pubertaire, c'est-à-dire son développement des seins. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est l'anamnèse. Dans l'anamnèse, on voit les antécédents familiaux, d'abord l'âge des règles et de la maman, l'âge de la puberté de la maman et du papa. Donc, s'il y a un retard pubertaire familial, donc ça nous réconforte, c'est toujours du simple. Il y a une notion de stérilité, c'est une notion d'anosmie. Hein, je vous rappelle que l'anosmie, elle ne date pas que depuis la période de la pandémie du Covid. L'anosmie, on la connaît très très bien chez les enfants qui ont un type d'hypogonadisme central, le Kalman-Mortier, qui se manifeste par un retard pubertaire. Donc, les antécédents personnels, cet enfant, est-ce qu'il a une pathologie chronique? Ça peut être n'importe quoi, un asthme aigu, un asthme grave, mal contrôlé, une maladie cœliaque, une néphropathie. Est-ce que cet enfant, il pratique du sport intensif, il fait de l'endurance? Est-ce que c'est un enfant qui est anorexique? Et il faut toujours en parallèle à cet examen évaluer la vitesse de croissance. Et donc, on voit toujours comment il va grandir cet enfant. Si c'est un retard de croissance naturelle, surtout chez la fille, n'hésitez pas à penser au syndrome de Turner et donc chercher les signes cliniques en faveur et après on va orienter les bilans. Falida, excuse-moi de t'interrompre. Il faut descendre avec ton curseur pour qu'on puisse suivre. On est resté sur la diapo retard pubertaire. Tu dois descendre d'un curseur pour suivre diapo par diapo. Tu restes avec le même mode et tu cliques sur je pense, sur le curseur en bas pour descendre sur la diapo. Voilà, là c'est bon. Voilà, tu continues comme ça, diapo par diapo. Ça fait donc, là, on voit très bien, là c'est très bien. Ça fait donc pas l'appeler le diaporama. Ça c'est très bien. Comme ça c'est donc bon. Je disais que si ce retard pubertaire est associé à un retard de croissance chez la fille, il faut penser au syndrome de Turner. Si il est associé à une grande taille, il faut penser à l'hypogonadisme hypogonadotrope et donc une origine hypophysaire centrale.
Si c'est un garçon ou une fille qui ont une cassure de la vitesse de croissance en parallèle à ce retard de puberté, il faut penser au déficit en hormones de croissance, voire même qu'il soit isolé ou qu'il soit dans le cadre d'un retard, d'un déficit anti-hypophysaire multiple. Et si la croissance est normale avec une vitesse de croissance aux alentours de 5 cm par an normal pour l'âge et pour le sexe, eh bien, on est souvent orienté vers un retard pubertaire simple. Donc ça, ce sont des éléments oxologiques qui peuvent orienter le pédiatre pour sa démarche diagnostique. Est-ce que tu vois cette diapo, Khalid? Oui, c'est parfait, L'examen clinique. C'est bon. L'examen clinique. Alors, l'examen clinique, on disait qu'on commence par le stade de Tanner pour voir est-ce qu'il est toujours stade 1, stade 2, 3 ou 4, évolutif ou non évolutif. Il faut examiner les organes génitaux externes. Attention au micropénis, il peut être associé à un hypogonadisme central. Une gynécomastie associée ou non à un micropénis avec une très grande taille, ça peut être un syndrome de Klinefelter. Et d'autres signes dysmorphiques, voire même une fente labiopalatine, une agilité dentaire, des troubles d'audition, etc., qui peuvent orienter vers des syndromes génétiques où l'hypogonadisme peut être un élément du tableau. Alors, comment on va explorer les examens paracliniques et exploration cet adolescent? Parce qu'en général, un retard pubertaire, on a affaire toujours à un adolescent ou une adolescente. Donc, on commence par les dosages des monotrophines, la LH, la FSH, et on évalue la fonction testiculaire par le dosage de la testostérone chez le garçon avec inhibine B, AMH, voire même un test de simulation. Chez la fille, la fonction ovarienne, œstradiol avec LH et FSH bien sûr. L'inhibine B et l'hormone tumulérien, ce sont deux hormones produites par les cellules du Sertoli chez le garçon et la granulosa chez la fille. Ils sont de bons marqueurs de fonction testiculaire chez le garçon et ovarienne chez la fille, surtout chez les jeunes prépubères. Et ici, on va voir que l'inhibine B, elle aura beaucoup plus un rôle pour faire la différence, la discrimination entre un retard pubertaire simple où elle est pratiquement dans les normes, elle dépasse 60, et un déficit central, un vrai hypogonadisme hypogonadotrope où l'inhibine B, il va être trop basse. Et bien sûr, on continue l'exploration en fonction de l'orientation. Ben, si on a un retard de croissance avec un faciès un faciès turnérien, on va demander un karyotype, etc. Donc là, c'est un tableau, c'est comment interpréter les hormones, l'inhibine B et l'AMH. On sait très bien que durant l'enfance, l'inhibine B, elle a tendance à être basse au début, tout en restant détectable chez le garçon. Et après, à la puberté, elle va augmenter au moment où l'AMH, qui était très élevée pendant la période prépubertaire, elle va baisser. Le test au LHRH, on peut le faire chez un adolescent de 14 ans et demi, 15 ans, quand on suspecte un hypogonadisme hypogonadotrope, mais c'est un test qui n'avance pas beaucoup chez l'enfant prépubère, d'accord? Et aussi, c'est un test qui serait inutile si vous avez un LH et FSH très élevé, puisque ça va vous orienter vers un déficit périphérique, et là, ce n'est pas la peine de faire le test LHRH. Le karyotype, en général, donc, comme j'ai dit, c'est aussi pour un déficit hypogonadisme hypergonadotrope, c'est-à-dire que quand la LH et la FSH elles sont très élevées, donc c'est une cause périphérique, c'est d'origine gonadique, on fait un karyotype chez le garçon cherchant un Klinefelter, chez la fille cherchant un Turner.